Bonjour Lassana Bathily, merci d'être avec nous. Vous êtes entré dans l'histoire depuis donc ce 9 janvier 2015. Vous êtes le héros de l'hypercacher qui a caché donc les clients juifs de ce magasin attaqué par Amédi Koulibaly, le terroriste. Il y a eu plusieurs morts et vous avez sauvé des vies. Vous dites aujourd'hui je ne suis pas un héros. Un an après, vous continuez de le penser. Oui. Comme j'ai dit depuis mes premières interviews, que je ne suis pas un héros. Pour nous, c'est quelque chose qui, pour aider d'autres personnes, ça fait partie de notre culture et notre religion, pour aider d'autres personnes. Moi, c'est ça qui m'a fait réagir ces jours-là. Je n'ai pas pensé des religions, j'ai fait naturellement. Au lendemain, j'entends tout le monde qui me disait que Lassana Bathily, c'est un héros, il a sauvé plusieurs personnes. J'ai dit que moi, je ne suis pas un héros, c'est un acte que j'ai fait naturellement. Oui, vous dites simplement, je ne l'ai pas fait parce que j'étais musulman ou parce que c'était des juifs, je l'ai fait parce que c'était des hommes et des femmes, c'était mes frères et mes sœurs. Oui, c'est ça que je dis à tout le monde, parce qu'il disait que Lassana Bathily, il a sauvé des juifs. J'ai dit non, moi je n'ai pas sauvé les juifs, j'ai sauvé une vie humaine. Parce que les jours d'attaque, je n'ai pas pensé les juifs. Parce que c'est un magasin juif, mais il y a plusieurs personnes qui font leurs courses là-bas. Il y a des musulmans qui font les courses, il y a des chrétiens, il y a tous les gens de sorte qui font les courses là-bas. Les jours d'attaque, je n'ai pas pensé des religions. J'ai pensé qu'on était tous bloqués. La première chose, c'est pour sortir vivants tous ensemble. C'est ça que j'ai pensé. Amédi Koulibaly était malien, comme vous, ce terroriste-là, qui a semé la mort ce jour-là. Et vous dites, il a mis mon drapeau par terre, moi j'ai relevé ce drapeau. Oui, comme le président de la République, il a répété ça, il a dit c'est comme le drapeau malien qu'il allait tomber, que j'ai ramassé. Mais entre moi et Amédi Koulibaly, les différences entre nous, parce que Amédi Koulibaly, c'est quelqu'un qui est né en France, qui a grandi en France, qui a éduqué en France. Mais moi, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique. C'est ça qui est différent. Sinon, moi, avec Amédi Koulibaly, on vient tous dans la même raison. Et presque même, on n'est pas loin du tout, son village et mon village, on n'est pas du tout très loin. C'est quelqu'un qui a vécu en France. Bon, c'est vrai, c'est un Malien, c'est un franco-malien. On n'est pas du tout la même différence parce que moi, je suis naturalisé après janvier. Lui, il est né en France, territoire français. C'est ça la différence entre moi et Amédi Koulibaly. Oui, et il se revendiquait de l'islam, ce terroriste-là. Ouais, bon, il disait qu'il se combattre pour la religion. Pour nous, c'est pas ça la religion, parce que même nous, on a fait l'école coranique, on a grandi avec ça. Il nous a appris comme ça que les religions. Mais c'est pas eux seulement qu'ils ont pris les religions. Ils sont là pour combattre des religions, pour dire au monde que c'est ça la religion. C'est absolument faux. Nous, personne, aucune religion qui accepte de tuer d'autres personnes pour la religion. Personne n'accepte ça. Ils sont là pour nous séparer, entre les religions ensemble, pour détruire la société. Ils sont là pour ça, parce que maintenant, même quand tu sors même dehors, maintenant, si tu es musulman, même souvent, tu as honte de dire que tu es musulman, parce que ces gens, ils nous ont saliés nos communautés et nos religions. Oui, revenir sur ce terrible jour. Vous le racontez dans ce livre, qui s'intitule donc « Je ne suis pas un héros », qui est publié chez Flammarion, c'est un témoignage extraordinaire. Vous racontez comment ce jour avait commencé très, très tranquillement. Vous étiez magasinier, et à un moment, vous descendez au sous-sol et vous entendez des coups de feu. Au début, vous vous demandez ce que c'est, et puis très vite, vous comprenez. Ouais, je suis descendu en bas, je crois, 5 minutes après, le terroriste, il est rentré dans le magasin. La première fois, quand j'entends des coups de feu, comme les magasins sont situés vers la périphérique, moi je crois que c'est un pneu qui est cassé. Mais ça a répété encore une fois, deuxième fois. C'est là-bas que j'ai appris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce moment que je vois les clients, ils commencent à descendre, ils couraient, ils disaient que les terroristes ils sont rentrés dans le magasin. C'est là-bas que j'ai appris que ça fait partie de notre magasin. Oui, vous pensez qu'ils étaient peut-être plusieurs, vous pensiez évidemment aux frères Kouachi. Et à ce moment-là, il y a une panique générale. Vous devez vous réfugier dans un congélateur et d'autres vont dans une chambre froide. Ouais, parce qu'en ces temps, nous, on ne connaît pas Koulibaly. Moi, personnellement, je ne connais pas Koulibaly à ces temps parce que tout le monde parle des frères Kouassi après l'attaque de Charlie Hebdo. Tout le monde parlait. Moi, je crois que c'était les deux frères qui sont rentrés dans notre magasin. Et je pense que c'est après que l'explication avec l'intermédiaire de ma collègue de Hypercacher qui fait intermédiaire entre terroristes et moi, que j'ai demandé, ils ont combien. Elle me dit que
Et il est tout seul, mais il ne m'a pas précisé s'il est noir ou s'il est arabe. Il ne m'a rien dit par rapport à ça. Ouais. Mais c'est ce moment que j'ai reçu des clients, on était tous rentrés dans les chambres froides, on a fermé la porte. La première chose, j'ai appelé un ami qui travaille hypercassière pour la Vincennes. Mais comme on rigolait ensemble tout le temps, on s'est taquine. Quand je lui disais que notre magasin il est attaqué, il n'a pas pris au sérieux. Il rigolait au début. J'ai dit non, je suis sérieux, on est attaqué. Je vois qu'il n'est pas sérieux. Après, j'ai appelé mon parent pour lui dire qu'il prévient. Votre parent républicain. Et là, lui, il va prévenir des policiers dans la rue. Oui, c'est mon parent républicain qui a prévenu la police pour dire qu'on a attaqué. Oui. Et là, vous dites aux gens, il faut se protéger, il faut se taire. Il y a un petit enfant qui pleure. Ce sont des moments de terrible angoisse. Oui, c'est un petit escalier. C'est une personne qui peut descendre. Mais quand vous voyez, il y a vingtaine de personnes qui descendent tous en même temps avec un bébé qui était la mère de sa mère, c'est quelque chose qui est terrible. C'est qui m'ont fait peur plus que les terroristes. Parce que les moments qu'ils ont descendu, ils étaient un peu peur, mais quand même, j'ai pensé qu'il faut quelque chose pour que nous tous puissions sortir vivants ensemble. C'est ça que j'ai réalisé. J'ai mis tous dans le chambre congélateur. Il y a certaines qui sont parties sans le frais. Il y a une personne qui s'est cassée derrière la palette. On est resté là-bas pendant 10 minutes. Les terroristes, il a envoyé ma collègue de venir récupérer la clé du magasin. C'est là que je suis sorti, j'ai ouvert la porte pour savoir c'est qui cette personne. Je suis sorti. Il y avait mon directeur adjoint aussi qui était cassé en bas. Je l'ai appelé, j'ai dit de ramener les clés. On a donné la fille, elle est montée là-haut. Quelques secondes encore, les terroristes, il a envoyé pour venir nous appeler en bas. Si on ne monte pas là-haut, il va tuer tous ces gens là-haut, il va descendre en bas. C'est là-bas qu'il y avait des paniques. Tout le monde me disait, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a des possibilités pour sortir dans les magasins? Bon, moi, j'ai proposé mes possibilités parce qu'en bas, il n'y a pas de... Vous avez proposé le monte-charge. Ouais, il y avait un risque terrible, il faisait beaucoup de bruit ce monte-charge, et vous ne saviez pas ce que vous alliez trouver à l'étage au-dessus. Si les terroristes n'allaient pas ouvrir la porte. Oui, il fait trop de bruit, il faut trop de bruit. Ils ont peur. Moi, j'ai proposé des monte-charges. Ils ont dit monte-charge, ce n'est pas une bonne idée parce que peut-être que même en montant, on peut le trouver devant la sortie. On ne sait jamais. Ils ont eu peur. Quand ils ont eu peur, j'ai dit, bon, peut-être que si vous voulez rester dans les chambres froides, vous pouvez rester là. C'est là que moi, j'ai coupé les chambres froides. Vous vous êtes dit, il faut sortir pour aller prévenir. Il faut que je prenne ce risque-là pour sauver ces gens. Oui, c'est ça. Je disais, s'il n'y a pas personne qui sort, personne ne va pas savoir qu'il y a des clients qui sont cassés en bas. Il faut quelque chose qui prévient les polices. C'est là que moi j'ai pris le risque de sortir. Je suis sorti j'ai pris le risque, mais quand même ça marchait. Oui. Et vous apprendrez plus tard que le terroriste a entendu le bruit, s'est précipité, mais trop tard, vous étiez parti déjà. Et à ce moment-là, vous êtes arrêté à l'extérieur. On vous prend pour un terroriste. Oui, c'est après, quand je sortais après les sauts, j'ai des collègues qui travaillent dans les magasins, ils me disaient que en sortant des monte-charges, le terroriste, il a entendu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est parti en courant pour savoir ce qui s'est passé devant le monte-charge. Mais ça se trouvait que moi, c'était rapide, je suis sorti des magasins. Quand je suis sorti, les policiers ils sont arrivés. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit, monsieur, arrêtez-vous, mettez la main sur la tête. J'ai mis la main sur la tête. Mais ils criaient tout en même temps. Je ne savais même pas quoi faire au début. J'étais paniqué. Mais quand même, j'ai écouté mon cœur d'élever les mains. Après, ils m'ont dit de coucher, je couchais. Ils m'appellent, avancer, arrêter, jusqu'à arriver. Après... Et vous parlez comme un terroriste. Oui, il me parlait comme un terroriste, mais moi, je ne savais pas ce qui s'est passé dans le magasin. Et il sait qu'il y avait un noir qui est rentré dans le magasin. Peut-être qu'il a des complices ou pas. Mais moi, je ne connais même pas. Je n'ai pas vu le terroriste. Vous allez avoir des menottes. Ça va durer longtemps. Oui, ils m'ont mélotté pendant 1h30. J'étais mélotté dans la voiture. Il y a presque 5 policiers différents qui m'ont venu m'interviewer et me demander ce qui s'est passé. Je disais tout la même chose. Je disais que moi, je suis simple employeur d'hypercassière. Je ne suis pas partie des terroristes. Bon, ils m'ont dit, on va vous garder pour un attendant. C'est là qu'ils m'ont gardé pendant 1h30. Heureusement que mes collègues de hypercassière, quand ils ont entendu que le magasin était attaqué, ils sont tous venus au lieu pour donner l'information. Quand je vois ces personnes, je disais, c'est mes collègues. Les policiers, ils ont appelé pour venir m'identifier. Quand ils sont venus, ils ont dit, ouais, c'est un employé de hypercassière. Et là, ils vous disent, il faut rester, puisqu'on a besoin de vous, vous allez nous aider. Vous faites des plans du magasin. Et grâce à vous, ils vont pouvoir mener l'assaut qui va réussir. Voilà, après, ils m'ont demandé de rester avec eux. Ils m'ont dit de dessiner le plan du magasin. J'ai dessiné. Ils m'ont dit de rester avec eux jusqu'à l'assaut. Bon, je reste avec eux pour donner des explications, pour donner les clés des magasins aussi, explications des clés des magasins. Et
souvent aussi, ils ont contact avec un des clients dans les magasins. Parce qu'il y a un moment, les terroristes, il a mis tous les groupes ensemble dans les magasins. S'il n'y a pas quelqu'un qui est dans l'extérieur des magasins pour donner l'explication comment où les terroristes, les clients ils étaient cassés, je crois que même les policiers, ils peuvent faire, ils peuvent tuer, ils peuvent tuer quelqu'un par balle perdue. Oui, et vous allez être célébré comme un héros, Lassana, un véritable héros du monde entier, hein. Benyamin Netanyahou, et puis Barack Obama, qui va même envoyer un message en disant il faudra toujours se souvenir de cet employé qui a sauvé des clients juifs, cet homme musulman qui l'a fait parce que, disait-il, c'était mes frères et mes sœurs. Donc, vous dites quelque chose vous arrive, tous les journalistes viennent vous voir. Ouais, bon, depuis ça, les journalistes ils viennent me voir, il fait des laquais, c'est moi, parce que là où j'habitais avant, c'était un foyer de jeunes travailleurs. Du coup, tous les gens des foyers, ils ont eu peur, ils ont pensé que peut-être eux aussi, ils peuvent me lancer. Bon, il y a un moment, moi, ils m'ont fait courir dans les foyers, ils m'ont mis quelque part, ils m'ont fait disparaître de Paris. J'ai resté presque une semaine, 3 semaines. Après, ils m'ont fait retourner jusqu'à les choses, ça a calmé, jusqu'à je suis parti au Mali. Oui, mais vous recevez des coups de fil. François Hollande vous appelle. Il vous dit je vais vous avoir la nationalité. Manuel Valls dit vous êtes l'honneur, vous avez fait honneur à la patrie. Ouais, et 2 jours après, le président François Hollande il m'a appelé pour me demander ce qui s'est passé au magasin. Je l'ai expliqué. Après, il m'a demandé que c'est vrai que vous avez une carte séjour. J'ai dit ouais, j'ai une carte séjour, mais j'ai fait une demande, il est en cours. Il m'a dit vous inquiétez pas, j'ai mon équipe. Après, il a pris sa promesse. Là, je suis naturalisé. Je suis content, je suis fier. Et ça fait quoi d'être français, Lassana Bathily? D'être français, pour moi, c'est quelque chose que j'ai rêvé ça depuis mon enfance. Je voulais être français. Depuis que je n'ai pas obtenu ma nationalité, moi, je me sentais comme français parce que au début, c'était dur pour moi en France. Mais quand même, il faut être combattant, il faut faire quelque chose pour gagner ta place. C'était quelqu'un qui était motivé et solidaire pour avoir ma titre de séjour d'abord. Après titre de séjour, j'ai dit je vais avancer aussi pour avoir ma nationalité. Et là, Dieu merci, j'ai eu ma nationalité. Bon, maintenant, le combat continue. Ce n'est pas question que je vais m'arrêter ici. C'est quoi le combat maintenant alors? Mais le combat maintenant, c'est travailler sur l'association, combattre sur les jeunes qui veulent réussir de la vie. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus. Ils sont perdus. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui puisse l'aider pour sortir dans ces difficultés. Ils croient qu'il n'y aura rien qui va marcher. C'est ça, j'ai fait une association. L'association, il est basé pour l'humanitaire en Afrique, et pour les jeunes d'ici, pour faire lier des rencontres pour tous les jeunes, pour qu'on puisse communiquer ensemble, pour réaliser nos rêves ensemble. Oui, c'était Samba Dramane, hein, le petit village au Mali. Vous avez grandi, il n'y avait pas l'électricité, hein, mais une famille soudée, tout le monde vivait sous le même toit. C'était ça aussi la force des valeurs que vous a appris l'Afrique, Lassana Bathily. Oui, c'est ça, parce qu'en Afrique, nous, on vivait en communauté. Même si tu es marié, tu ne vas jamais quitter à la maison. On est tous ensemble. C'est cette solidarité que je suis aujourd'hui. Ils m'ont grandi comme ça. Moi, dans ma famille, si vous ne faites pas une semaine ou 2 semaines, vous ne pouvez pas savoir c'est qui vraiment ma mère. Tout le monde m'adore. Toute la famille, c'est comme ça. Tout le monde s'adore. On se taquine tous ensemble, on se rigole ensemble. On mange tous le même truc. C'est vrai, il n'y a pas l'électricité, mais quand même, il y a des vraies solidarités en Afrique et dans ma communauté. Toujours, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Mais ça a été dur, ce parcours en France. Vous le racontez, clandestin. Vous êtes retrouvé clandestin en France. Vous avez été exploité, vous étiez carreleur. Ça a été difficile. Vous êtes rentré au Mali le dire. C'est pas si facile, la vie en France. Ouais, c'est ça, mon combat, il va être ça aussi pour en Afrique. Parce qu'en Afrique, pour nous les jeunes qui sont en Afrique, c'est dire pour nous les immigrants qui sont là, qui partent en Afrique, même s'ils n'ont pas condition de mieux vivre en France, quand ils partent en Afrique, ils prennent la grosse tête, ils prennent quelque chose pour faire rêve des jeunes qui sont là-bas. C'est ça qui donne des foi, des cœurs, les jeunes africains aussi, qui prennent les bateaux pour venir en France. C'est ça, mon combat, ce sera ça, pour donner pour sensibiliser les jeunesses africains, pour dire que la France, c'est pas ça, c'est pas l'époque de notre grands-parents ou notre parents. La France a changé. Maintenant, si vous avez la possibilité de réussir votre vie en Afrique, restez là pour travailler et pour le développement africain. Oui, et ceux qui disaient, vous en parlez dans ce livre, des attaques qui disaient la France a trouvé à travers lui un noir musulman qui a servi finalement d'alibi et que l'on a monté en épingle. Là, vous êtes révolté quand vous entendez ça. Moi, je suis révolté par rapport à ça parce que
Lassana Batili, moi, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup de personnes qui veulent réussir, qui est comme moi, qui sont plus intelligents que moi, qui ont la foi pour moi, parce que ça existe. Peut-être tu peux trouver quelque chose, quelqu'un dans la rue qui n'a pas de moyens de sortir de la vie, mais ce n'est pas question de ça, c'est quelque chose de soutien et des valeurs. Ils demandent de l'aide. Sinon, Oui. la Sénat, il y en a plein. Oui, c'est aussi une forme de racisme de dire ça, de penser que c'est la couleur de la peau qui détermine quelqu'un. Bon, pour moi, c'est couleur de peau, ce n'est rien. Pour moi, c'est pas la honte des couleurs de peau, c'est la foi. Il faut avoir les bons cœurs, c'est ça qui est plus important. Même la religion, souvent on peut être musulman, tu n'as pas le bon cœur, ou tu peux être un juif, tu n'as pas le bon cœur. Plus chose, pour moi, l'importance, les religions, ce n'est rien. Il faut avoir le bon cœur et il faut avoir les bons soutiens pour que nous tous puissions bien vivre ensemble. Merci beaucoup pour ce témoignage, Lassana Batili. Merci. Un an après, vous êtes retourné à cet hypercachère aux côtés de François Hollande pour dévoiler une plaque en mémoire de toutes ces victimes. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Lassana? Ouais, j'ai senti bien parce que c'est un jour particulier, parce que c'est un moment d'être là aujourd'hui avec la famille et avec les victimes pour partager ces moments ensemble. C'est vrai, même les gens qui sont morts, pour montrer qu'on est avec les cœurs, avec eux, ceux qui sont partis, mais quand même, on est là pour solidaire, pour rester debout. Ce n'est pas question qu'ils sont morts, on va fermer Hypercachère, ou même ce qui s'est passé à Paris, il faut rester toujours ce qui s'est passé, on va faire notre vie meilleur, plus soudés encore ensemble. Oui. Ça. Oui, mais le 13 novembre, vous n'étiez pas loin du Bataclan. Encore une fois, vous avez entendu les cris des victimes du terrorisme. Ouais, le 13 novembre, j'étais juste à côté, parce que au début, j'étais passé devant Bataclan. Je suis parti manger avec mes amis. Sur le retour vers Bataclan, on était 100 mètres de Bataclan. On entendait les tirs partout. Mais nous, on croyait que c'était les pétards, parce que la France, ils ont joué contre l'Allemagne ces jours-là. Ils ont gagné. Mais nous, on croyait que c'était les supporters qui mettaient les pétards. Mais c'était le contraire. C'est à ce moment qu'on reçoit les gens qui couraient. Vous vous êtes dit quoi à ce moment-là? Vous vous êtes dit, ça y est, ça recommence? Ben, c'est ça, j'ai dit, bon, ça y est, ça commence, il n'y a même pas un an, encore, une autre fois encore, même pas. C'est ça, mon cœur, il dit, ça va pas. Ces jours, j'ai resté presque toute la nuit dehors, coincé, je ne peux pas rentrer chez moi, j'étais bloqué avec d'autres personnes des quartiers. C'était dur parce que, même c'est ça que j'ai dit sur mes interviews, j'ai dit, on dit qu'il y a quelque chose qui me poursuit. Parce qu'après Hypercachère, encore, là, je suis déménagé dans les quartiers, juste à côté, encore, puis au Mali, l'hôtel qui était fait attaquer là-bas, c'était là-bas qu'ils m'ont bercé là-bas quand j'étais au Mali, mois de janvier. Et il y a quelque chose qui ne va pas, ça fait peur. Mais quand même, avec tout ça, moi, je crois que j'ai laissé tout. Tout ça, ça fait partie de ma vie. J'ai plus peur, quoi. J'ai plus peur. Ce qui arrive, arrivera. On ne peut pas empêcher. Je ne peux pas empêcher de me vivre. Je continue. Oui, mais vous avez foi en l'homme, Lassana Batili. Foi que l'homme puisse devenir meilleur quand même. Ouais, moi je crois que l'homme, il faut croire à toi-même d'abord. Il faut croire à toi et tu vas dire que moi j'ai envie de réussir. Si tu mettais ça dans la tête ou si tu as envie de faire n'importe quoi, il faut croire à toi-même d'abord pour avancer dans la vie. Moi je crois que c'est ça qu'il faut d'abord. Il faut avoir les bons cœurs et Dieu va t'aider. Mais si tu as les mauvais cœurs, tu vas nulle part, tu ne vas jamais avancer. Il faut avoir les bons cœurs, c'est ça qui est plus important. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'était Lassana Batili. Je ne suis pas un héros est un livre formidable publié chez Flammarion et nous étions ravis de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous. Merci.